merci d'être venu pour ce tag avec Pierre Dissouliot. Pierre est un graphiste un peu atypique. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'écriture, au langage. Ce tag donc va être un petit peu différent des autres, c'est-à-dire que Pierre a souhaité que les questions puissent venir au fur et à mesure pour éviter que qu'on reporte tout ça à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas, quand vous avez une précision, une question, quelque chose, on vous passe le micro, vous intervenez, comme ça on peut continuer. On a prévu la présentation en plusieurs segments. D'abord, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Dans l'ordre chronologique, donc ça c'est un portrait de 1980, 81, 82, je ne sais pas exactement. J'étais passionné par la timbre-poste. C'est déjà du graphisme, c'est déjà de l'argent. Et j'ai réalisé cette petite gravure en gravure sur bois à l'époque. Et je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'avais 2-3 certitudes sur ce que je ne voulais pas faire. Voilà, je ne voulais pas faire d'illustration, je ne voulais pas être artiste peintre. Je ne voulais pas faire graphiste dans la pub parce que je détestais la pub. Je ne voulais pas être directeur artistique parce que c'est deux mots qui vont très mal ensemble. Je ne voulais pas être dessinateur graveur manuel parce que c'était le stage qu'on me proposait de faire à l'ENPE. Musicien, chanteur, danseur, j'aurais bien aimé, mais je ne m'en sentais pas capable. Je n'ai pas réussi à être pianiste parce que ma main gauche n'est pas assez habile. Décorateur de théâtre, j'en rêvais, mais ça me semblait très, très inaccessible. Barman, j'ai essayé, mais je n'étais pas très bon. Et la dernière ligne, c'est les souhaits plutôt de gens proches de la famille qui pensaient que j'aurais fait un bon avocat, un bon dentiste, un bon flic, etc. Et suivant ces vœux, soit j'étais consterné, soit j'étais touché, mais très embarrassé. Je suis rentré dans une école qui s'appelle Olivier de Serres, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre école un peu du même genre. À gauche, c'est une page de croquis de 1982. À droite, c'est un cours de dessin de la lettre. C'est au bout de 2-3 mois passé dans cette école à m'ennuyer profondément. J'ai fait 2 tas. À gauche, les choses que j'ai faites sur ma propre initiative. À droite, les choses que j'ai faites dans le cadre de l'école. Et je me suis dit, bon, il faut que je parte vite fait. Parce que je n'arrivais même pas à répondre aux attentes pédagogiques et je n'étais pas heureux, quoi. Et par contre, je sentais un petit peu d'énergie, de palpitation dans ce que je faisais sur ma propre initiative. Donc j'ai dit que je m'en allais. Ce qui est assez indifférent, l'encadrement pédagogique à l'époque. Ils se sont dit qu'il y avait un casse-pied de moins dans l'école. Et j'ai eu envie de faire une publication en photocopie, parce que c'était juste la période où les photocopieuses ont commencé à fonctionner à des tarifs hyper concurrentiels. Et c'est devenu accessible, bien que cher, mais accessible de faire une petite publication à 50 voire 100 exemplaires en photocopie. C'est une époque où on parlait de fanzine et même de graphzine. Donc j'ai envie de partager mes lectures. Pourquoi je ne peux même pas encore l'expliquer aujourd'hui, mais c'est une envie que j'ai toujours, de partager mes lectures. Quand je tombe sur une lecture qui me plaît, il faut que je la partage. Donc voilà la définition qui résiste. Enfin, cette publication irrégulière était imprévisible, et l'espace où l'auteur confronte ses expériences littéraires et plastiques. La création typographique va progressivement s'en mêler. Je vais vous montrer quelques numéros. Vous allez voir que petit à petit, je me mets à dessiner des lettres. Au début avec une terrible maladresse, ensuite en faisant systématiquement et involontairement tout ce qu'il ne fallait pas faire, d'après les vrais typographes. Puis après, petit à petit, je me forme sur le tas. Permettons au texte d'exister en tant qu'image et aux images de prendre leur place autrement que pour illustrer. La périodicité est très élastique. Oui, entre le numéro 1 et 2 de Kérésis, il y a 3 mois, entre le numéro 10 et 11, il y a 11 ans. Un thème organise chaque numéro, aussi aisé à saisir qu'une savonnette bien mouillée. Voici le premier numéro 1 de Kérésis. À chaque fois, je mets la une de couverture et une page intérieure, une double page intérieure. Le premier numéro de Kérésis, manuel de la séduction, on voit que les manuels de séduction, c'est fait avec des lettres lettres A7. Vous voyez ce que c'est, les lettres lettres A7 adhésives? Il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc, quand on voulait faire du texte correctement réglé, quand c'était un titre, on pouvait le faire à la main en achetant des planches de calque sur lesquelles il y avait des lettres qui étaient adhésives. Et on frottait. Si on frottait trop fort, si on frottait mal, si on s'énervait, ça déformait le calque, on le trouait. Enfin, c'était un support que je trouvais vraiment très, très désagréable. Sinon, l'autre solution, c'était de faire appel à quelqu'un qui a une machine à écrire à boule,
avec une petite mémoire de quelques centaines de signes. Donc tout d'un coup, la machine se déchaîne, elle imprime un texte avec une qualité de frappe. La troisième solution, c'est de faire appel à un photocompositeur, c'est une société de service, un artisan spécialisé dans la composition du texte, mais ça coûtait assez cher, il fallait être dans un processus professionnel pour faire ça. En bas à droite, c'est un paragraphe de texte, c'est fait à la machine IBM. Donc manuel de la séduction à gauche, manuel de vérité à droite. Manuel de la mort, donc c'est une anthologie de textes sur la mort, très divers. Donc ces 3 premiers numéros de Kérésis, je les ai faits en 1 an. Donc on m'a dit que je vais travailler de façon très acharnée. C'était en 1983, j'avais donc 21 ans là. Les photos ne sont pas tramées, elles sont développées. J'ai un petit labo personnel pour développer les photos. Je développais les pellicules et je faisais les tirages. Et ces images qui sont en couleur, elles sont faites avec des trames le tracé, des trames adhésives, superposées couche par couche. En Benday. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Benday? Non? Benday, c'est le nom d'un monsieur, d'un imprimeur américain. Ça consiste à contrôler manuellement les couleurs, en offset. Donc on fait des couches en noir et blanc, sachant qu'elles vont sortir soit en cyan, soit en jaune, soit en magenta, et que leur superposition va donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, une partie de ces couleurs. J'attire votre attention sur la typo Les créatures, qui est particulièrement mal dessinée, qui résiste. C'est un détournement d'une publication que j'avais trouvée dans les poubelles, qui s'appelait Qui Police, et qui était une publication de ce qu'on appelle la presse de caniveau, quoi, sur des faits divers sordides, des histoires d'assassinats, de meurtres. Donc ce numéro-là, avec les petites bestioles, c'est très bien vendu parce que ça avait un petit côté Walt Disney Underground. Et donc ça m'a encouragé à emprunter de l'argent à mon banquier, qui s'en est mordu les doigts parce que j'ai fait le manuel de la femme et que là, c'est une couverture typographique. Donc les ventes se sont effondrées, si on peut dire. C'est vraiment là que j'ai eu une espèce de révélation de l'arbitraire de ce que c'est qu'une lettre. Pourquoi la lettre M s'écrit comme ça? À partir de quand c'est un M? À partir de où ça n'est plus un M? Tout ce fonctionnement un peu mystérieux de l'écriture et de la lecture. J'ai commencé à avoir envie de faire des tas d'expériences dans ce domaine à partir de cette publication. C'est 1985, donc j'avais 23 ans. Manuel du carré, c'est un numéro de Kérésis fait très rapidement. Je me suis amusé à jouer avec le nom de carré. Figurez-vous que l'ingénieur français qui a inventé le système frigorifique s'appelait Monsieur Carré. Donc évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir une explication sur le carré dans le manuel du carré. Ce serait trop facile. Ensuite, manuel des nuages. C'est pas manuel. Les nuages, je l'ai fait à partir du moment où il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. Et j'étais écœuré du fait qu'on pouvait partout en Europe connaître les niveaux de radioactivité, mais qu'il y a un pays où les gens ne voulaient pas être trop embêtés par des chiffres inquiétants. Ça s'appelle la France. Il y a marqué faible sur la carte. Donc j'ai dessiné des jolis nuages là-bas, au loin, les beaux nuages. Et j'ai eu la chance d'être soutenu par le ministère de l'Agriculture. J'ai eu une bourse d'aide à la création pour le numéro de droite, qui est le numéro 8. Et c'est un manuel de lecture. Avec l'argent, j'ai pu acheter un logiciel vectoriel. Donc il y a une césure entre ces deux numéros qui ne se voit pas, qui est que pour le numéro 7 de Kérésis, on est encore en bitmap, c'est-à-dire que les caractères sont composés en pixels c'est le pixel de l'écran. Tandis qu'à droite, on est en vectoriel, c'est-à-dire que quand on dessine un caractère, il peut aussi bien être imprimé à encore 3, qu'encore 500, qu'encore 172, qu'à 3 mètres de haut. C'est du vectoriel. Est-ce que la différence entre le bitmap et le vectoriel, c'est quelque chose qui est évident pour vous? Ouais. Photoshop, c'est du bitmap. Illustrator, c'est du vectoriel. Le vectoriel, c'était inventé par des gens qui voulaient pouvoir modifier légèrement la courbe de carénage d'un bateau ou d'une voiture sans avoir redessiné la totalité de la courbe. C'est ce qui a amené à l'invention des courbes de Bézier, de façon très très schématique. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire des expériences typographiques en permanence. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, numéro de Kérésis, numéro 9, manuel de logique élémentaire. Alors là, vous allez être surpris. Ce qui m'a motivé pour faire cette publication, c'était qu'on était en plein référendum sur Maastricht, 1992.
sur l'unification européenne et qu'en bon franco-français, j'étais exaspéré de voir qu'on parlait de tout sauf un petit détail, on ne parlait pas d'Europe pendant la campagne électorale. Donc je trouvais ça totalement irrationnel et c'est pour ça que je me suis mis à prendre à contre-pied la soi-disant réputation d'esprit logique qu'auraient les Français. Enfin, c'était un prétexte pour aller vers de la poésie. Donne-moi des conseils, c'est le numéro 10, donc c'est une façon de dire que donne-moi des conseils, je n'en tiendrai pas compte. Ricochet, numéro 11, c'est un numéro qui est dédié à tous les proches. C'est comme des blasons. Le numéro 12, c'est une sélection de 12 images prises dans une totalité de 40 affiches que j'ai faites par la Nuit Blanche. C'est le début d'un mouvement qui est encore aujourd'hui en pleine forme, qui s'appelle le n'importe-nawakisme. Le n'importe-nawakisme, ça consiste à faire n'importe quoi, avec des contractions. N'importe-nawakisme, par exemple, quelqu'un qui vous dit que c'est important de manger bio et qui vous le dit dans un 4x4. C'est un des exemples innombrables de n'importe-nawakisme. Ensuite, numéro 13, merci de votre compréhension. C'est un clin d'œil à cette voix toujours un peu agaçante d'une dame qui n'est jamais fatiguée et qui est enfermée dans le haut-parleur de la SNCF et qui dit « Merci de votre compréhension ». Ben, oui, comme je l'écris là, c'est pas un métier, ce sont des métiers, le graphisme. C'est une façon collective d'inventer un nouveau territoire pour le graphisme. Là, c'est une petite idée de l'ambiance de mon atelier, c'est une photo qui doit avoir 3-4 ans. À droite, là, c'est des essais du facile, qui est une réforme d'orthographe que je propose. Une réforme d'orthographe radicale et qui marche très bien, c'est pour ça qu'elle n'a aucune chance d'être appliquée. Là, c'est des esquisses pour les meilleurs ouvriers de France, qui était une exposition au Musée des Arts et Métiers en 2016. Avec deux amis qui s'appellent Alain Moati et Pascal Payeur, nous avons gagné un concours qui était lancé par la Réunion des musées nationaux pour la réhabilitation du musée Champollion à Figeac dans le Lot. Parce que Champollion est né à Figeac, il a fait ses études à Paris et à Grenoble, mais c'est à Figeac qu'il est né. En fait, le nom exact du musée, c'est Musée des Écritures du Monde. Et je suis intervenu à deux niveaux très, très distincts. D'une part, ce que vous voyez là, c'est la façade dessinée par Alain Moati et mon travail consistait à faire, que j'appelle le moucharabier typographique polyglotte, c'est-à-dire une casse polyglotte de caractères dans différents systèmes d'écriture. Et c'est le 1% artistique du bâtiment. Et puis j'ai également travaillé sur la présentation graphique des collections et des différents systèmes d'écriture. Et là voilà par exemple les vitrines avec une typologie très très simple, c'est que les vitrines verticales présentent les systèmes d'écriture. Ici l'écriture chinoise par exemple. Et à l'horizontale, les tables présentent les objets avec l'écriture dans ses usages. Alors je vous montre ces photos, même si je les trouve à la fois très belles, mais quelque chose qui me gêne toujours dans ces images, c'est qu'on a l'impression que c'est juste après une déflagration atomique, quoi. Il n'y a plus personne, c'est vide. Là, c'est la salle des écritures méditerranéennes, des alphabets, et on voit le moucharabier typographe, le moucharabier à l'envers, qui n'est pas un élément scientifique. Une question ici. Bonjour. Bonjour. Vos magazines, oui. Les premiers, vous les imprimiez vous-même, mais les derniers, est-ce que c'était aussi vous où il y avait une impression enfin, je veux dire, est-ce que ça a grossi ou même les derniers numéros, c'était encore vous qui les imprimiez tout seul Vous m'interrogez sur la technique d'impression des publications qui résistent, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, j'ai jamais imprimé ça moi-même. C'est vrai que quand c'était en photocopie, j'étais devant la photocopieuse. J'étais devenu très copain avec le jeune homme qui travaillait dans le magasin de photocopie, qui avait le même âge que moi, et qui était allé jusqu'à me prêter une machine, une relieuse, que j'avais rapportée chez moi le week-end. Son patron s'en est rendu compte le lundi, il s'est fait sonner les cloches. Donc c'est vrai qu'il y avait un côté fabrication maison. Là, le premier numéro, c'est photocopie. Le deuxième, c'est sérigraphie, mais c'est un matériel de sérigraphie pas du tout adapté à du papier. C'était chez le père d'un copain qui faisait des stylos publicitaires pour des petites agences bancaires. La photocopie à gauche. À droite, c'est des photocopies pour les noirs et blancs, mais de la sérigraphie pour la page couleur. Le numéro de la femme est entièrement en sérigraphie. Ensuite, de nouveau photocopie. Là, photocopie en changeant les chargeurs, donc en 2 passages. Là, on a un offset. Premier numéro, le numéro 8, en offset. Offset encore, offset. Offset, sérigraphie. Mais c'est des affiches, c'est des affiches qui font 80 par 1,10 m,
en sérigraphie. Et là, à la fois c'était sérigraphie avec des encres brillantes. Voilà. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ces premiers numéros de Qui résiste, on les trouvait dans une librairie qui était un peu une librairie mythique à Paris, qui s'appelait la librairie de la Une, boulevard Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est un grand magasin Louis Vuitton. Et c'est vrai que moi j'ai souvenir qu'il y avait une table ou un lieu où il y avait finalement plusieurs fanzines, petites publications. Et je crois que, mais j'ai un souvenir lointain, mais je crois que c'était un endroit aussi où tous les gens qui s'intéressaient un petit peu au graphisme ou à ce genre de production pouvaient trouver des choses intéressantes parce que la personne qui s'occupait de ça était très curieuse et faisait la promotion de tous ces magazines, donc Qui résistent de façon très généreuse. Oui, oui. Et c'est Émile Solo, c'était le nom du vendeur de la Une à l'étage. Et il y avait la littérature conventionnelle au rez-de-chaussée, et à l'étage, tout ce qui était photographie, architecture, graphisme, fanzine. Et Émile a eu la gentillesse de m'inviter à faire une vitrine. C'est ça qui a changé les choses aussi, c'est que j'ai pu faire une vitrine avec mes bestioles sur le Faubourg Saint-Germain ou sur la petite rue latérale. Et comme il y avait plein de gens qui venaient pour acheter ces magazines, mais c'était un prix assez modeste, ça lui a donné la possibilité de m'inviter à plusieurs reprises. Mais il n'y avait pas que cette librairie, hein. Il y avait celle-ci qui était très importante, mais il y avait également les Yeux Fertiles, assez proches, la librairie du Centre Pompidou. Juste une précision, vu la différence de génération, on est à une époque où, j'allais dire, le graphisme, c'est pas du tout l'ampleur que ça a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle librairie, il y a des ouvrages de graphisme, c'est très répandu. Là, on est début des années 80, au milieu des années 80, où finalement le graphisme reste encore quelque chose de relativement intimiste. Et c'est l'apparition des premiers Macintosh 84 qui va faire qu'il y a tout un tas de gens qui, j'allais dire, se mettent au graphisme parce que les outils d'un seul coup existent, ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'était vraiment réservé à un milieu professionnel. Donc c'est vrai que c'était il y a 40 ans, et il y a 40 ans, c'était très 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 différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, quand le Macintosh est arrivé, c'est un peu comme si tout d'un coup on nous disait « Tu veux revenir au temps de la Renaissance ? Vas-y, pousse la porte. Et tu pourras être ton propre éditeur, ton propre auteur, faire les images, les textes. Il suffit de prendre le temps de le faire et d'en prendre un peu d'argent à quelqu'un qui en a plus que toi et de les vendre dans les librairies, de récupérer l'argent et de se servir pour le numéro d'après. » Nous sommes en 2008 ou 2009, si ma mémoire est bonne. J'ai été invité à intervenir sur le tramway de Brest. Brest, comme Nice et comme bien d'autres villes, Bordeaux, Toulouse, etc. C'est doté d'une nouvelle ligne de tramway et ça modifie totalement la ville. Pour vous dire, quand un tramway arrive dans une ville, c'est un bouleversement, c'est un long chantier, mais ça permet à des quartiers qui sont généralement éloignés et des quartiers plus modestes qui sont périphériques d'être connectés très rapidement avec le centre-ville. J'étais invité à intervenir sur un quartier en particulier qui s'appelle Recouvrance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont fait une mission de conseil auprès de la mairie de Brest pour leur dire on vous suggère de faire intervenir telle personne à tel endroit. Moi, on m'a dit allez-y, faites un projet, faites une proposition, si le projet plaît, il se fera. Comme ça faisait déjà quelques temps que j'étais passionné par les recherches de l'Ulipo, j'ai tout de suite vu qu'il y avait dans Recouvrance les lettres qu'on utilise le plus fréquemment en français. Essartulinok. Essartulinok, ce n'est pas le nom d'un personnage de Fantomas, c'est l'ordre des lettres en français selon la fréquence. Le E est la lettre la plus fréquente, puis le S, puis le A, puis le R. Essartulinok. Enfin, il y a plusieurs façons de compter ça, mais c'est avec le mode le plus simple, ça donne ça. Parce que j'en ai trouvé à peu près 220 mots en utilisant une partie ou la totalité des lettres de recouvrance. Soit, comme on voit en dessous, concevoir, c'est un anagramme complète en un seul mot. On a ce vers cru, c'est une petite phrase. Cœur en vrac, pareil. C'est déjà une histoire, cœur en vrac, c'est pour j'ai le cœur en vrac. Ou carène, c'est un anagramme incomplète. À Brest, dès qu'on parle de carène, on pense à la mer, au port de Brest.
Donc il n'y a pas besoin de donner une explication, une règle du jeu aux usagers. Vous apercevez? Ici, il y a à l'entrée du quartier le mot recouvrance avec une capitale, alors que toutes les autres pancartes sont colorées et en bas de casse. Pour reprendre le code de l'urbanité des plaques de rue qui sont toujours en capitale, pour s'en distinguer, quoi. Donc voilà, il y a des petites salves d'anagrammes avec en bleu clair des petites phrases d'explication pour que les gens rentrent dans cette fiction. Et l'association, qui est l'association que j'ai personnellement quand j'ouvre un livre, qui a dans chaque mot, à chaque ligne, la totalité de l'univers disponible. Urne, carré, venu, rénové, rue qu'on sauvera, l'art naîtra de la rue. Le curé Nevaroc, il n'aime pas le granit. Alors, une chose que j'ai omis de dire, mais qui est vraiment importante, c'est que entre qui résiste et là, il y a des années, mais il y a aussi comment dire, tout un travail d'appui sur des forces complémentaires. Dans mon atelier, au moment où j'ai fait ce projet, nous étions 5, si ma mémoire est bonne. Il y avait Amélie Lebleu, Maud Gersh, Catherine Dissulot, Juliette Cheval et bien d'autres qui sont venus avant ou après de travailler avec moi dans l'atelier, qui n'étaient pas salariés de la structure parce que j'ai mis assez de sous pour ça, mais qui étaient là comme un graphiste indépendant pour que l'union fasse sa force, quoi. Là, je vous montre des affiches pour le Théâtre de la Colline. Là, on a encore sauté quelques années, presque 8 ans, parce que j'ai fait des choix, vous montrer certains boulots marquants. Donc c'est une photo de Sarah Moon à gauche. Et c'est en 2017 que j'ai été choisi pour faire le graphisme du Théâtre national de la Colline, dirigé par Wajdi Mouawad. C'est un théâtre qui a pour mission de mettre en avant la production de la dramaturgie contemporaine. Tous les auteurs qui sont joués sont des auteurs vivants. Et au moment où je fais l'affiche, généralement, le spectacle est en cours de répétition. Donc il n'y a pas moyen ni d'assister aux répétitions, ni d'avoir le texte sous les yeux. Donc il faut que j'invente une affiche pour un spectacle qui est en cours de construction. Mon idée, c'est que cette affiche soit également en construction, qu'elle soit vivante dans l'esprit du passant dans le métro. Les couleurs sont liées à la saison, au sens climatique, quoi. En printemps, c'est le rouge et le noir. En l'automne, c'est le bleu et le brun. Est-ce que tu peux nous parler un peu du côté pratique, c'est-à-dire le choix de capitale, le choix de la bicouleur Oui. Alors, ce choix de la bicouleur, ça vient d'une demande initiale du directeur du théâtre, qui est arrivé en 2016, mais qui avant mis en œuvre ça en 2017, à savoir que, d'une façon générale, les théâtres en France sont calés sur l'année scolaire. Ce qu'on appelle la saison théâtrale, ça commence en septembre et ça va jusqu'en juin. Lui souhaitait être sur l'année civile, de janvier à décembre, pour recoller avec le sens littéral du mot saison, c'est-à-dire en janvier on commence avec l'hiver, puis printemps, été, automne. Donc j'ai proposé d'avoir 2 couleurs qui fassent écho à la réalité physique de la saison. Première chose. Et deuxième chose, comme j'ai proposé, ils ont accepté que les affiches soient basées sur les titres des spectacles, ce qui en fait est un choix pas du tout évident. Les titres sont écrits en fonction de la façon dont on prononce les mots. Printemps, le P et le S sont fondus, le P est fondu dans le M et le S est plus petit parce que c'est des lettres muettes, on dit printemps. Notre innocence, le dernier E de l'innocence est un E muet, donc il est plus petit. À la trace, même histoire. Au bois, pareil. Je suis un pays. Le S est muet, le dernier. Est-ce que je suis, le premier S est sonore. Voilà ce que jamais je ne te dirai. Donc les lignes ondulent en fonction de la façon dont on les prononce. C'est des affiches chantantes, enfin ce que j'espère. Dans ce sens, c'est notre innocence. Avec des idées aussi comme... le mot oiseau est un mot très, très compliqué. Moi, ça me passionne, mais j'ai entendu dire, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est exact, qu'on disait à la Renaissance « oiseau ». Aujourd'hui, on dit oiseau, donc ça fait 3 phonèmes, oiseau. Donc EAU est écrit comme si ça formait la silhouette d'une lettre O. Le X est muet. Le I est sur le O. On a l'impression que la lettre fait... Imaginez un sifflement de merle. C'est une affiche qui est à gauche qui n'a pas été validée. Et à ce moment, j'étais déçu. Avec le recul, je trouve qu'il a eu raison de ne pas la prendre. Parce que là, c'est une typo hyper expressive et c'est bien qu'il y ait une certaine retenue. C'était une saison où il y a un plasticien invité. Après Sarah Moon, c'était Alain Villaume, qui est un ami photographe qui fait un travail magnifique.
et qui a bien voulu que je tire vers la couleur ces photos qui étaient des photos noir et blanc. Donc il y a un travail de couleur qui est fait avec la complicité du photographe. C'était une photo noir et blanc, initialement. Par rapport à vos affiches du théâtre de la colline, je me demandais si, quand vous faites cette typo à la main, est-ce que c'est vraiment très réfléchi à chaque fois? Vous dites, ok, il faut vraiment que je place ça là, 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 ou vous y allez un petit peu comme ça, en mode et vous voyez ce qui se passe. Voilà. Je commence par écrire le mot, je l'écris en le disant en voix haute. Je l'écris et je cherche le rythme, j'écris au feutre ou au crayon dans un carnet de travail, jusqu'à ce que je trouve que le rythme est bon. Ensuite, il faut que je trouve la bonne brosse en fonction de l'échelle sur laquelle je fais le mot. De plus en plus, je travaille directement au format A4, parce que c'est la taille de mon scanner. Et je fais attention de prendre un outil qui n'est absolument pas l'outil adapté. Oui, c'est quelque chose d'important. C'est pas un travail de calligraphie. Je suis pas un calligraphe. Je respecte pas le bon angle, le 30 degrés. J'ai fait une seule fois de la calligraphie. J'étais terriblement maladroit. C'est plutôt de la peinture en lettres. Mais c'est pas non plus de la peinture en lettres comme on fait pour de bonnes enseignes de restaurants. Ce qui est important, c'est que le signe soit projeté dans l'espace de façon percutante. Je fais en noir et blanc. Je scanne et je duplique mon fichier. Je mets un H pour des horizontales, l'autre je mets un V pour vertical. Et j'efface une partie de la lettre que je viens de tracer à l'encre de Chine pour ne laisser que les verticales et horizontales, en prenant soin de laisser les intersections. Ce qui fait que c'est par une sorte de trucage que ça apparaît en couleur. En original, il n'est pas en couleur. Au tout début, les origines étaient en couleur, mais c'était compliqué au point de vue photogravure. Voilà. Je voulais vous demander par rapport à la typographie du mot printemps, par rapport aux couleurs, j'ai vu que le mot printemps il était utilisé du coup sur différentes images et étant donné que les couleurs varient en fonction aussi des couleurs qui les entourent, comment du coup vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment il faudrait peut-être changer certaines couleurs ou alors est-ce que vous êtes juste, vous avez fait ça un peu au feeling aussi? Chaque année, je change un petit peu les couleurs. Ce que je veux dire, c'est que je crois que le fait d'avoir deux couleurs associées à une saison, quelque chose qui marche bien, et c'est une des choses qui permet d'identifier tout de suite les affiches de la colline. En même temps, ces couleurs, elles bougent. Par exemple, j'ai déjà fixé les couleurs de l'année qui vient. Ça va être un vert et un rouge, comme quand on récolte les fruits qui sont bien mûrs à l'automne. Donc c'est toujours deux couleurs pour l'automne, ça ne sera plus le brun et le bleu. Parce que du coup, par exemple, sur cette affiche-là, c'est vrai que la couleur du fond, elle est quand même assez terne, entre guillemets, oui, que les couleurs du printemps. Et étant donné que le printemps, ça fait quand même plus penser à la floraison, est-ce que du coup, ça suit quand même cet ordre d'idées ou alors J'aborde en disant que le printemps, c'est pas toujours rose et c'est pas toujours vert. Ça peut être gris aussi, ça peut être ennuyeux au printemps. On peut traverser une période d'angoisse au printemps aussi, on n'est pas forcément dans la joie et dans de l'explosion de couleurs. Par exemple, cette image-là, elle a cette ambivalence. Il y a cet élan du vol de cette grue qui apporte toute la force de la nature, mais elle va d'un immeuble ultramoderne à un autre immeuble ultramoderne, dans lequel il n'y a pas d'autre trace de vie. Donc j'essaie de garder cette idée d'ambivalence. Donc l'idée d'une affiche, c'est d'arrêter le passant dans le métro. Et de regarder, là, il y a un univers qui vous est proposé, et de donner envie d'en savoir plus. Parce que c'est impossible, à mon sens, de faire une affiche qui soit une sorte de résumé de 4 spectacles. Je continue. Voilà Marga Bella Zubieta, qui est une jeune graphiste basque, qui a travaillé avec moi pendant longtemps, qui travaille encore d'ailleurs, qu'on voit là en train de mettre un pochoir. Vous voyez le mot sortie, dessiné en gararon, c'est un caractère caché dessiné qui s'appelle le gararon. Et là, c'est un gararon pochoir. Et tous les mots sont écrits à la main, directement sur les murs, comme les affiches. Donc on a fait la signalétique. Vous avez compris, je pense, spontanément, l'idée qu'il y a dans la signalétique, c'est qu'il faut qu'elle soit efficace. D'accord, mais c'est pas la peine de hurler, on n'est pas dans un centre commercial qui veut à tout prix attirer les gens. Venez chez moi plutôt que chez le concurrent. Vous êtes dans le théâtre, il faut vous permettre d'être apaisé. Plus c'est pas un aéroport, il y a peu de chances de se perdre. Peu de chances de penser qu'on n'est pas dans un théâtre. Donc c'est une signalétique de proximité paisible. C'est à la fois, j'espère savoureux et simple, quoi. Ça, c'est le dernier numéro de Qui résiste, numéro 14. Je vous dis juste le thème. Ça faisait très longtemps que ça me trottait dans la tête. Je m'interroge beaucoup à différents systèmes d'écriture, à différentes façons d'écrire le français.
Et là, la proposition, ça s'appelle le facile. C'est pour ça que j'appelle ça facilitation générale, comme on dit, mobilisation générale. Et le facile consiste à écrire le français comme on le prononce. Et on écrit le français comme du catalan, de l'italien, en mettant de côté toute l'orthographe étymologique et en revenant à une orthographe phonétique, ce qu'elle aurait dû, à mon sens, être depuis le départ. Parce que c'est une façon de se libérer d'un certain nombre de verrous, de poids. Et c'est pour ça que j'ai invité des amis à me confier leurs textes pour que je les facilite. De Cécile Babiol et Anna Forêt, par exemple ici, qui propose un Robert Larousse, qui est un projet de démasculinisation de la langue française. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais vous poser une question par rapport à l'écriture française un peu modulée, on va dire. Je voulais savoir si vous êtes déjà inspiré de d'autres langues, comme par exemple le créole, où c'est vraiment, on écrit ce qu'on entend. Oui, la réponse est oui. J'ai même eu le plaisir d'aller faire un workshop à l'école des Beaux-Arts de la Martinique, il y a maintenant un certain nombre d'années, et j'ai été fait travailler sur un cantange en créole. Le cantange, c'est un caractère que j'ai dessiné en 1989, donc disons que je leur ai dit pendant le workshop, je vous propose de travailler sur une écriture qui dit encore plus ce qu'elle évoque, ce qu'elle fait entendre, ce qu'elle propose d'entendre. Et j'ai été accueilli un peu fraîchement par des professeurs qui m'ont dit « Oh là, tu vas arriver à rien avec ces étudiants, ils sont ramollos. » Alors je ne me suis pas fait des copains parce que j'ai dit « Pour moi, il n'y a pas de mauvais étudiants, il y a des mauvais pédagogues. » Les étudiants ont fait un travail formidable et au bout de 3 jours, les étudiants, les profs qui manquaient comme ça ont dit « Ça alors, mais ça alors !» Ça s'était super bien passé. Bon, voilà. Vous avez ici la 4e couverture avec la liste des noms propres. Parce qu'en facile, on facilite également les noms propres. Donc il y a des gens dont la graphie ne change pas, comme moi je dis Mouawad, par exemple, ça s'écrit toujours moi je dis Mouawad, ça se prononce comme ça. Mais mon nom, par exemple, est beaucoup plus simplifié. Ça, c'est un petit jeu. Vous avez peut-être entendu que j'ai un petit peu du mal à articuler par moment, parce que j'ai la maladie de Parkinson. Et je suis allé une fois sur un site pour avoir des informations précises sur la maladie. Je suis tombé sur cette phrase. Soyez créatifs, essayez l'écriture, la peinture, la photographie, la céramique, le tricot ou d'autres possibilités créatives. L'expression créative est un élément important pour améliorer votre qualité de vie. Donc aussi, bon, j'ai déjà essayé l'écriture, la peinture, la photo, petitement, la céramique, non, le tricot, oui. Il y a la céramique que je n'ai pas encore essayé. Alors, je suis très fier d'avoir participé à ce livre qui s'appelle Knighting, qui s'appelle Tricographique dans l'édition française, qui est disponible chez Erol Éditeur. Et c'est à la fin du bouquin, il y a des exemples de typos qu'on peut faire en tricot. Et ça, c'est le zèbre noir, qui est un caractère que j'ai dessiné. En fait, dans toute votre carrière, vous avez dû toucher un peu à tout. J'ai vu que vous avez fait un peu de tricot ou du numérique. Je voulais savoir, en fait, c'est quoi votre médium préféré? J'ai envie de faire une réponse un peu de normand, de dire c'est le médium que j'utilise sur le projet en cours. C'est le dernier. En ce moment, je suis en train de travailler en lavis noir et blanc qui deviennent en couleur. Ensuite, je travaille la lithographie, si vous préférez. Donc c'est ça qui me passionne en ce moment. Ce que j'adore, c'est la litho. Je suis litho, je dors litho, je vis litho. Vous savez, je vous ai dit qu'au début de mon trajet, je suis passé par une école d'art et j'étais très très alléché, très attiré par le fait d'aller dans différents ateliers, d'essayer plein de techniques différentes. Et je suis parti au bout de quelques mois parce que je n'étais pas disponible pour le rythme qu'ils proposaient. J'étais beaucoup trop vif ou excité. Bref, j'ai pas tenu, il a mieux valu que je m'en aille. Mais j'ai gardé une grosse envie de toucher à plein de techniques. Et j'adore ça, c'est comme ça. Mon rêve, ça serait d'avoir un atelier de 500 mètres carrés avec une partie menuiserie, une partie plâtre, une partie céramique, une partie mosaïque, une partie verre. J'ai travaillé le verre également, le fusing, grâce à des amis verriers. J'aimerais apprendre la soudure, j'aimerais devenir ingénieur pour mieux comprendre ce que c'est que les matériaux et comment les composer. Bon. Côté bricoleur et touche à tout. Est-ce que votre maladie a influencé votre travail? Parce que j'ai l'impression que quand vous jouez avec les lettres, leur taille, etc., ça a un peu un rapport avec la difficulté peut-être à articuler ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a un lien, donc est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Mais écoutez, moi je crois que oui. Je crois qu'il y a
il y a un lien parce que c'est lié à ma façon de réagir. C'est difficile pour moi de répondre à cette question. C'est plutôt d'autres qui voient le travail de faire éventuellement des rapports. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase. Parce que ça me fait rire un peu jaune. Très clairement, c'est à cause de la maladie que j'ai envie encore plus que mon travail graphique existe en dehors de l'ordinateur. Parce que c'est une maladie, on se sent moins bien dans son corps qu'avant. Des blocages, des douleurs, ça craque, ça tord, ça... C'est un peu fini, oui. Je me suis rendu compte aussi que par moments je réagis de façon involontaire et un petit peu enfantine à certaines contraintes comme vous avez maladie. Exemple, c'est plus fatigant pour moi de faire une peinture sur une grande surface. Qu'est-ce que je fais? Je fais une peinture sur une surface 2 fois plus grande. Comme si la maladie était une personne que je voulais défier, quoi, par moment. Donc quand j'arrive à en prendre conscience avant de me lancer dans le projet, j'essaie de mettre ça de côté parce que je trouve que c'est pas toujours passionnant comme motivation, quoi. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, franchement? Moi, je trouve que ça donne une certaine force. Enfin, vous créez des choses encore plus fortes et elles ont un sens et on est plus sensible à ce que vous faites et je trouve que c'est un peu touchant. Enfin, c'est très touchant même. Voilà. Je vous remercie. Excusez-moi, mais je trouve ça magnifique ce son qu'on entend là. C'est vraiment très très beau. La pluie qu'on entend, c'est très très beau. Hein. Du coup, on était en train de feuilleter un de vos magazines et on se posait une question, c'était est-ce que le fait que vous fassiez votre typographie à la main, c'était pour contrer un peu l'effet trop parfait du numérique? Oui. De cette façon, oui, vous avez raison. Je ne parle pas d'une perfection, mais d'une aliénation. C'est un peu trop rapide de dire que l'ordinateur ne serait qu'un outil. C'est pas un outil. Je ne sais pas si vous avez probablement vu ces images, je trouve très frappantes, où on voit, avec les années qui avancent, depuis 1985, on voit des objets sur une cheminée, on voit l'ordinateur, le cahier de compta, le réveil radio. Vous avez vu ces images, et puis les années avancent, et il y a de moins en moins d'objets. Et à la fin, il n'y a même plus l'ordinateur, il n'y a plus que ça. Est-ce que vous avez vu ce montage? Non? C'est très saisissant, c'est une timeline, les années s'écoulent, le temps passe, et tout se concentre de plus en plus, et tout se rassemble. Peut-être que je me disperse un peu et que je touche à trop de choses, mais par moment j'ai eu envie de travailler à une application sur smartphone pour qu'on puisse écrire des messages d'amour, travailler à partir de la forme vocale qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je vois plein de têtes qui font oui, super. Ordinateur, ça veut dire aussi donner des ordres. Et par moments, j'ai l'impression d'en recevoir beaucoup plus que d'en donner. Par exemple, je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait que Adobe qui fasse des logiciels graphiques. Moi, je n'ai pas voté pour les ingénieurs d'Adobe au pouvoir du graphisme dans le monde. Je ne suis pas là pour faire la promotion de Photoshop et de ses calques de transparence. C'est vrai que je suis sensible à la responsabilité qui est modestement la mienne et celle de tous mes collègues. Quand on fait une image et qu'on met une image dans la rue, on prend une responsabilité. Cette image est inepte ou si elle est choquante, les gens sont mécontents et ils ont raison. À l'inverse, quand ils renvoient des choses positives, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Juste une question par rapport à la commande. Oui. C'est-à-dire, on a le sentiment que, là par exemple pour le théâtre de la Colline, qui est une forme de carte blanche. C'est-à-dire que c'est toi qui fais des propositions. Non, ça c'est une illusion parce que c'est moi qui présente mon travail et donc peut-être en présentant d'autres choses que je fais sans commande, sans ma propre initiative, ça donne une illusion qu'il y a un continuum. Mais c'est vraiment, comment dire, même s'il y a une grande confiance de la part des commanditaires de la Colline, mais il y a réellement des échanges, des discussions, des contradictions, des acceptations et aussi des refus. Enfin, des refus, le mot refus ne me paraît pas juste dans ce contexte. Allez, essaye encore. Tu peux faire mieux. Il
Il y a des fois où ça me fatigue, mais ils ont toujours raison, malheureusement. Moi, je ne m'enrichis pas dans le conflit. S'il y a un conflit, j'y vais. Hein. Mais c'était un peu la position des Grappus à l'époque. C'est différent, me semble-t-il. Mais... Ce côté, s'il n'y a pas de conflit, c'est qu'on n'a pas été assez loin. Mais c'est vrai qu'on peut... C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai travaillé avec Pierre Bernard pendant les 6 derniers mois de l'existence de Grappus, en 1989. Et c'était 6 mois dans lesquels ils se réunissaient une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour s'engueuler, il n'y a pas d'autre mot. Hein. J'entendais les cris qui s'échappaient de la salle où ils étaient. Ils étaient beaucoup plus subtils que simplement chercher à la provoquer l'engueulade. Ils étaient très subtils et leurs images sont extrêmement subtiles. Je suis extrêmement construit, subtil, élaboré, fin, cultivé, plein d'humour. Voilà, je te remercie de m'avoir donné l'occasion de dire que Grappus c'était subtil. Quelles ont été vos influences à votre début de carrière et ce qui vous a amené à manier la typographie et à créer des caractères et, voilà. Georges Apergis, par exemple, est quelqu'un dont le travail je trouve, me fascine. Georges Perec, Affinité extraordinaire. Italo Calvino, Kurt Schwitters, un graphiste et artiste hollandais qui s'appelle Piet Zwart, extraordinaire. Cassandre, Pierre Bernard, et puis en musique, moi j'ai cité Apergis, mais Kurt Weill. Bon voilà, c'est mes influences du jour. Et vous m'avez demandé aussi, comment ça, quand je me suis retrouvé à dessiner la typo, d'un point de vue anecdotique, quand j'ai ouvert un Macintosh la première fois, il n'y avait pas encore de logiciel pour dessiner la typo. Et puis quelques semaines après, il y a un ami qui s'appelle Philippe Gerbeau. Il m'a dit, tiens regarde, j'ai une petite application que je vais te donner. On s'est changé des choses par disquette. Une petite disquette de 128K. C'est 128K, ça fait un email dans lequel il n'y a même pas une pièce jointe, quoi. Donc entre disquette, ça fait et ça s'appelait Fontastique. C'est une petite utilité, on peut mettre dans un petit carré de 10 par 10, dessiner des lettres. Pixel par pixel. C'est un peu comme faire du tricot avec des poutres. Et voilà, donc j'ai commencé, je trouvais que les typos qu'il y avait en standard sur le Macintosh étaient laides, mais je n'avais aucune pensée théorique ou quoi que ce soit. C'était très réactif, spontané. C'est moche, pourquoi? Parce que c'est moche, quoi. C'était pas subtil du tout, justement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que, comme j'ai voulu redessiner le Généval Chicago, qui sont des polices système, c'est des polices qui ont un impact sur l'ordinateur. Donc en fait, c'est une bonne moyen perverse de flinguer un ordinateur à l'époque, c'était de redessiner les typosystèmes. Donc mon ordinateur a commencé à devenir complètement sous. Quand je le remettais en route, la carte graphique commençait à bugger, donc j'étais assez content de ça. En fait, je voudrais savoir s'il y a un travail que vous considérez comme votre chef-d'œuvre ou si vous prenez tous vos travaux de manière égale. C'est difficile ce que vous demandez là. Parce que je suis charnellement attaché à mon travail, d'un côté, mais de l'autre côté, je ne vais pas réclamer ce chef-d'œuvre. Je ne vais pas dire ceci est mon chef-d'œuvre, ça serait vraiment complètement pompeux. Je peux vous dire quels sont les travaux les pires que j'ai faits, les trucs les plus ratés. Je ne suis pas sûr d'être plus lucide dans ce sens-là, mais j'ai fait un petit dépliant sur les sas de sécurité de la Banque de France qui était particulièrement lamentable. J'ai aussi fait une brochure pour l'administration pénitentiaire une fois, avec des gens tellement détestables que je suis parti en claquant la porte et en refusant de signer le travail. Ça, c'est vraiment les trucs les pires, je crois. Je crois que c'est difficile de tomber plus bas. La chose que je préfère, bon, la façade du musée Champollion à Figeac, franchement, elle est très belle. Elle est très belle, je peux le dire parce que c'est un travail d'équipe, c'est pas moi tout seul,
Je suis un participant d'un projet collectif sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte. C'est quelque chose d'assez intemporel. Vous voyez ce qu'on appelle le verre feuilleté, c'est-à-dire deux plaques de verre qui sont jointes par de la colle. Et il y a une âme de cuivre découpée qui est glissée dans le feuilletage. C'est pris en pince dans le verre et ça flotte dans l'espace comme ça. C'est à la fois matériel et très fin. La réalisation est magnifique et voilà, je trouve que c'est un projet qui rend vraiment hommage à Champollion. Maintenant, il y a des projets que je ne vous ai pas montrés. Par exemple, dans un autre genre, il y a le mémorial Notre-Dame de Lorette, avec les noms de presque 600 000 soldats qui sont morts en 1914-18 sur le sol du Pas-de-Calais et du département du Nord. Ça, c'est un projet que je suis très attaché aussi. Ce qui est magique dans les deux cas, c'est les travaux avec des architectes. C'est quelque chose de particulier. Pour le mémorial international Notre-Dame de Lorette, ce qui est fascinant, c'est qu'on a créé un lieu qui a une âme. Donc c'est quand même un enjeu considérable. Dans un espace public, bon, c'est des enjeux qui sont pas forcément présents dans le graphisme, mais qui peuvent l'être et qui sont passionnants. Un grand merci, Pierre. Merci à vous et merci d'avoir joué le jeu.